Bonjour à tous, ça y est, c'est le grand retour de Vous êtes formidables et on est très très heureux de vous retrouver après une longue pause, après surtout les Jeux Olympiques d'hiver. Alors rassurez-vous, on va reprendre en douceur, on va vous bercer ce matin en musique et avec non pas un seul musicien mais avec deux musiciens qui sévissent sur la scène orléanaise. Alors préparez vos oreilles parce qu'on va vous faire voyager et plutôt loin d'ailleurs ce matin, notamment grâce à notre premier invité. Il s'appelle Franck Salé, il est musicien, guitariste, il est aussi chanteur, autodidacte et pour nous c'est un vrai caméléon, pas vrai Jérémy? Bonjour. Eh oui, bonjour Héloïse, toutes les couleurs musicales sont dans votre répertoire et on peut découvrir votre carte d'identité ici pour vous accueillir sur ce plateau. Exactement, allez Franck, c'est le moment de changer de peau, de venir nous rejoindre parce que nous, on vous kiffe. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Franck, installez-vous confortablement, merci d'être avec nous. Alors les concerts debout sont depuis la semaine dernière de nouveau autorisés, mais est-ce que vous préférez jouer debout ou assis? Ah, ça c'est une bonne question, ça dépend. Ça dépend de l'endroit, ça dépend du style de musique que je vais faire, ça dépend de l'ambiance que je veux donner, tout simplement. Et est-ce que justement c'est une bonne nouvelle, enfin en tout cas c'est quelque chose que vous attendiez absolument, ces concerts debout, pouvoir enfin retrouver des gens qui dansent, qui s'émeuvent de tout ce qui se passe? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'était douloureux, c'était long finalement d'attendre tout ça ou pas? Douloureux non, mais long oui. Ouais. Long oui. C'est important de voir les gens se déhancher quand vous êtes sur scène. Ah oui, tout à fait, ouais. Alors vous, votre truc c'est... c'est difficile à catégoriser finalement, c'est plein de choses en même temps. C'est du jazz, Oui. C'est de la folk, Oui. C'est aussi de la musique brésilienne. Ça vient d'où tout ça? Ça vient surtout des voyages que j'ai faits, des rencontres des gens que j'ai fait pendant les voyages. Et puis voilà, j'aime bien plein de styles de musique différents, quoi. J'aime bien mélanger tout ça en fait. Mais ce sont des styles que vous avez découverts au fur et à mesure de vos voyages, que vous ne connaissiez pas auparavant. Oui. Mais pourquoi voyage, ça sort d'où? Enfin, vous avez eu la chance de voyager toute votre vie? Vous avez travaillé en voyageant? En fait, quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a dit tu veux faire de la musique, ok, ça serait bien que tu ailles bosser. Ok, pas de souci. Et elle m'a dit je t'ai inscrit à une audition au Club Med. Et je suis allé faire l'audition à Paris. À l'époque, c'était pas loin de la place de la Bourse. Okay. Et puis, c'était pour une place pour être animateur. Et bon, je n'étais pas très doué pour ça. Par contre, ils m'ont dit qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Il y avait une guitare, et je leur ai dit je peux vous chanter une chanson. Ouais. Je leur ai chanté une chanson et 2 semaines après, je partais sur le bateau de croisière du Club Med. C'était quoi cette chanson à l'époque? C'était Feeling. Voilà. Et vous êtes parti, donc ça c'est le début du périple, mais il y en a eu plein. Sur combien de temps finalement? 6 ans à peu près. Ouais. D'accord. Et 43 pays, c'est ça? Ouais. Ouais, pas mal. Vous disiez, pas forcément très bon pour l'animation, mais j'avais envie de chanter, de prendre une guitare, etc. Ouais. Ça date de quoi et de quand, en fait? Vous grattiez tout seul chez vous dans votre chambre? Parce qu'on est d'accord, vous n'avez jamais pris de leçons, en fait. Ouais. J'en ai jamais. Après, j'en ai pris, mais au début, non, j'étais complètement autodidacte. Après, j'ai eu des cours. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont donné des cours. Ouais. C'était pas des cours comme on l'entend, c'était vraiment comme si c'était un maître et un élève, quoi, un peu à l'ancienne, quoi. Il me donnait des... Parce que j'ai beaucoup travaillé, par exemple, avec un musicien qui s'appelle Toninho Ramos, qui est un grand musicien brésilien, mais vraiment très connu à son époque. Okay. Et j'ai travaillé beaucoup avec lui. Voilà, j'allais chez lui, on travaillait l'harmonie, on travaillait le rythme. Voilà, c'est plus fait comme ça. Oui, vous n'aviez pas le nez dans un bouquin, à lire des notes et à apprendre comment les jouer, quoi. Et pourquoi, petit, vous avez pris la guitare, pourquoi? Parce que ça traînait chez vous, il y en avait toujours, ou parce que, je sais pas, vous regardiez la télé, il y avait des musiciens et vous vous disiez j'ai envie de faire ça? Non, en fait, c'est ma mère qui m'a offert une guitare, tout simplement. D'accord. Voilà. Ça commence tout simplement, tout bêtement. Et vous l'avez gardée, cette guitare, aujourd'hui? Non, elle m'en veut encore, Tu te rappelles, je t'avais offert une guitare, tu l'as revendue. C'est des débuts, t'es peut-être difficile. Voilà. Est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a un voyage en particulier qui vous a marqué et qui vous a un peu fait et qui transpire aujourd'hui dans tout ce que vous pouvez faire? Ouais, les Antilles. Les Antilles? Ouais. Et la Turquie aussi, j'ai beaucoup aimé la Turquie. Ok. Et pourquoi ces lieux-là? Sont les endroits où vous avez rencontré plus de monde, ou je sais pas, où vous êtes ouvert à de nouveaux styles peut-être? Les Antilles, je sais pas, j'étais bien là-bas. Je sais pas, j'avais l'impression d'être chez moi en fait. Alors que vous n'êtes pas de là-bas? Non, mais un peu de l'autre côté de l'océan Indien. Une autre île, ouais? Ouais, l'île Maurice. D'accord. Mais du côté de ma mère. Mais c'est vrai que non, je me sentais bien. J'étais vraiment très bien. Le climat, le style de vie.
Ça collait, voilà. quoi. Ouais, ça collait. Et la Turquie, j'ai beaucoup aimé la Turquie pour les paysages, les gens. Mais on retrouve pas ces influences-là dans votre musique. La musique turque, non. Non. Mais la musique, les Antilles, oui, quand même un peu, ouais. Ouais. Alors, est-ce que la musique que vous jouez, c'est celle que vous écoutez aussi? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Et est-ce que la musique doit toujours être un mélange finalement des genres comme vous le faites si bien aujourd'hui? Ah, ça, je sais pas, mais je sais pas. Vous, en tout cas, c'est ce qui vous anime, clairement. Et alors, c'est vrai que la musique, ça vous plaît, mélanger les genres, en découvrir, j'imagine, en expérimenter plein d'autres, c'est votre truc. Ce qui fait que vous collaborez avec plein de groupes différents, en fait. Si on doit en citer un, le premier qui vous vient à l'esprit, celui, je sais pas, peut-être dont vous êtes le plus fier, c'est quoi? J'aime beaucoup jouer avec le Compas Project, Ouais. voilà, qui est pour moi un super groupe, qui est d'Orléans, et c'est que de la composition, où là je suis guitariste. Ouais. Je l'ai intégré, je crois, il y a, je sais pas, c'est pas si vieux que ça, il y a 3 ans. je crois. Et ça, j'adore, vraiment le Compas Project, j'adore. Mais guitariste, mais pas avec la guitare de votre mère. Hein. Non. Il l'a pas retrouvé depuis. Non. Faudrait retrouver le gars qui vous l'a racheté. Hein. En plus, des fois, je vais sur le bon coin, j'essaie de trouver la même. C'est vrai? Voilà. Ah, donc ça vous a quand même marqué, ça vous poursuit encore aujourd'hui. Compas Project, vous y êtes guitariste, c'est bien parce que vous précisez à chaque fois, alors dans ce groupe je fais ça, dans tel autre groupe je fais ça. Il y a un duo, un trio, un quartet qui s'appelle Franck Salé aussi. Oui. Ça c'est quoi? Ça c'est votre invention à vous? C'est l'invention de Johan Cortés, qui est batteur, et puis moi-même, qui m'a proposé ce projet-là. Voilà, on est en quartet avec un saxophoniste, un bassiste, un batteur. Et là, on reprend des standards de jazz, des standards brésiliens aussi. Voilà. Mais vous ne pourriez pas vous cantonner uniquement à ce groupe, finalement? Non. Ouais, vraiment, vous avez besoin d'autre chose tout le temps? Ouais, et puis c'est bien de faire d'autres choses aussi. Pourquoi? Moi, je pense que faut pas s'arrêter sur une chose, sinon on devient un peu, c'est peut-être un peu violent le mot que je vais utiliser, mais un peu aigri, quoi. Ouais. J'aime bien être un peu sur le... C'est ce que me disait mon prof d'harmonie, Toninho Ramos, qui a presque 80 ans maintenant. Il faut toujours être sur le flow, quoi. Être moderne, enfin pas moderne, parce que moderne, c'est dans la modernité, quoi. Mais toujours être stimulé finalement par les autres. Ça. Sinon, on fait toujours la même chose, on n'avance pas. Et peut-être par d'autres styles qui arrivent, d'autres mélanges qui arrivent, et de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à tester aussi. On écoute un petit bout de Franck Salé, Quartet. Et au milieu de tout ça, il y a du chant aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez bien travaillé. Oui. Pourquoi? Alors vous ça, j'ai partiez de loin? Non, c'est que quand je suis rentré du Club Med, je voulais donner des cours. Ouais. Donc là, j'ai pris pas mal de cours, j'ai eu pas mal de profs. D'accord. Voilà. Et ça vous a servi? Ça vous sert encore? Qu'est-ce que ça vous avait apporté, en fait? Ça m'a apporté déjà une technique, et puis le fait de pouvoir aussi enseigner. Parce que c'est pas parce qu'on chante qu'on peut donner des cours de chant, hein. C'est pas le même boulot. Et puis ça me sert pour le boulot. Hein, mais avec qui, par exemple, vous aimez partager sur scène? C'est-à-dire? Quelles sont les personnalités que vous aimez avoir à vos côtés? Dans les formations avec qui je joue. J'imagine de bons musiciens, peut-être, ça doit être la base. Oui. Mais en fait, excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont autour de vous sur scène que vous aimez avoir parce qu'elles vous apportent des vibrations, des émotions? Vous les choisissez aussi comme ça, pas uniquement parce qu'ils sont musiciens. Oui, j'aime beaucoup les musiciens qu'il y a dans le Compas Project. Le Olivier Poulot, ceux qui chantent dans le Compas Project, je trouve que c'est une super personnalité. J'aime bien sa voix, j'aime bien ce qu'il fait. Raphaël Louis, celui qui compose, qui est pour moi un super musicien. Ouais. Vraiment, c'était une rencontre vraiment. C'est important de les avoir autour de vous comme des repères, finalement. Ouais. Puis j'ai pas de problème avec ça, de me dire que voilà, il y a des gens qui sont très forts et qui vous apprennent. J'ai pas un ego
par rapport à ça. Non, au contraire, vous allez peut-être piocher dedans ce qui peut vous enrichir aussi. Ouais. Et du coup, j'imagine que vous jouez un peu ce rôle vous aussi avec vos élèves, puisque vous êtes professeur aussi. Oui. Et alors ça, c'est arrivé dans un deuxième temps, finalement, ou c'est quelque chose que vous avez commencé en même temps que de faire de la musique professionnellement? J'ai commencé en même temps, en fait. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous a nourri en tant que musicien aussi? Ah oui, tout à fait. Ouais. Puis ça m'a forcé aussi à aller travailler d'autres répertoires, d'aller écouter d'autres choses. Parce que des fois, les élèves vous amènent des chansons, jamais j'aurais écouté ça. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Oui, c'est des nouveaux univers, finalement, des univers de jeunes d'aujourd'hui que vous n'auriez peut-être pas dans vos oreilles au quotidien. Par exemple, j'aime beaucoup la chanteuse Pomme. Oui. Alors, et oui, c'est vrai que typiquement par rapport aux univers qui sont les vôtres, on se dit que... beaucoup de musiciens avec qui je travaille sont très étonnés parce que je leur dis, par exemple, j'aime bien Julien Doré, j'aime bien Vincent Delerme. En fait, il y a plein de trucs que j'aime bien parce que j'ai des élèves qui m'amènent des choses, qui me disent « Ah ouais », et puis j'écoute sur YouTube. Ah, c'est super ça. Et ça vous sert après en tant qu'artiste? Bien sûr. Ça vous sert pour le projet du moment? Là, vous êtes en train de composer et vous allez vers l'électro. Alors ça, c'est pareil, c'est peut-être un truc que vous ont apporté les petits jeunes qui sont avec vous ou pas? Non, parce que l'électro, ça fait longtemps que ça existe, déjà, avec Jean-Michel Jarre. Mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais partir là-dessus, ouais, parce que j'adore l'électro, j'adore les machines aussi, j'adore le son électro, et mélanger un peu l'acoustique, l'électro, enfin tout ça, quoi. D'accord, donc ça, c'est en cours. Il y a quoi? Il y a un album qui va sortir après? Là, on compose. Ok. Et on enregistre. C'est déjà pas mal. Allez, on vous a surnommé l'artiste caméléon. Et la bonne nouvelle, figurez-vous, mon cher Franck, c'est que vous n'êtes pas le seul, ni dans la région, ni dans l'histoire. La preuve avec l'histoire à suivre, justement. Et c'est Jérémy qui vous la raconte. Alors ce matin, on met à l'honneur encore une artiste, le travail d'une artiste orléanaise. Oui, le travail remarquable évidemment et prolifique justement de Jeanne Champillou, qui était à la fois un peu comme vous, elle faisait plein de choses, musicienne, peintre, graveur, céramique et sculpteur. Elle est née en 1897, donc elle n'est plus de ce monde évidemment, à Saint-Jean-le-Blanc, village situé près d'Orléans. Cette artiste autodidacte, professeur de piano, fait donc notamment de la gravure et de la peinture à ses heures perdues. Et là, vous le voyez, ici son autoportrait, propriété aujourd'hui du musée des Beaux-Arts d'Orléans, exécuté à l'huile sur toile vers 1935, avec à l'arrière-plan donc de son autoportrait Saint-Denis-en-Val, commune du Loiret. Son environnement quotidien, notamment donc sa famille, les animaux, les passants, lui servent de modèle à l'époque, et une rencontre avec un artiste tchèque lui permet de s'initier à la méthode de l'apprentissage du dessin de mémoire qu'elle ne quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Des années 1910 aux années 1940, elle réalise quand même plus de 400 gravures sur lesquelles elle représente des scènes du monde rural dont elle est issue. La moisson, les vendanges, les foires, encore les marchés vont régulièrement revenir comme sujet de prédilection, et bien souvent, jusqu'à sa mort, elle peint et grave le même sujet. Et c'est ce que l'on va voir justement avec la gravure d'une vente aux enchères qui existe aussi en peinture à l'huile. Ah, c'est joli. Alors quand est-ce qu'elle va se mettre à la céramique? Parce que vous avez dit qu'elle a été céramiste aussi. Oui, juste après la Seconde Guerre mondiale, elle s'inscrit dans le renouveau justement de la céramique d'art, qui connaît un regain d'intérêt depuis les années 30-40, notamment grâce à Pablo Picasso. Elle fait la rencontre d'Aimé Henry, ancien décorateur de l'Opéra-Comique à Paris, avec lequel elle ouvre un atelier dans une dépendance de sa maison familiale située donc au nord d'Orléans, dans le faubourg Bagné. De cet atelier sortent des plats et assiettes décoratifs sur lesquels donc sont représentés des thèmes populaires agricoles ou la nature également. Ici, on a une assiette de décors, de pivers et de libellules. C'est assez poétique et ça nous donne envie d'être au printemps. Oui, c'est sûr. Deux commandes en 1948 et 1955, faites par la vinaigrerie d'Esso, qui souhaite fabriquer des moutardiers que l'on voit là à l'image, vont marquer l'histoire de cet atelier. Et par ailleurs aussi, il y aura des objets religieux fabriqués sur demande qui vont aussi occuper une grande partie de la production, notamment donc des plaques de dévotion, encore des statuettes de saints. Alors même s'ils répondent favorablement à ce type de commandes pour gagner leur vie, ce sont avant tout des artistes. Et Jeanne Champillou
Champillou donc, va exprimer son talent dans la céramique architecturale. Et si vous observez bien les rues d'Orléans, vous allez avoir l'occasion d'en voir. Alors oui, qu'est-ce que vous entendez par céramique architecturale ? Alors il s'agit de la céramique ornementale qui vient décorer notamment des bâtiments publics, des édifices religieux et des demeures privées. Alors son travail déjà reconnu à l'époque comme étant d'une grande qualité et modernisant à ce propos la céramique d'art régional va ainsi donc être visible sur des immeubles de la reconstruction lors des destructions évidemment issues de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que des écoles ou encore des mairies, des églises ou des magasins vont être décorés par Jeanne Champillou. Très bien. On va voir un exemple, vous voyez, avec ce carrelage mural de l'école du Poutil qui a été réalisé en 1952. C'est à Olivet. On y voit des enfants faire la ronde, jouer au quilles et au ballon dans une atmosphère bucolique. Ces réalisations sont visibles partout dans le Loiret. Je ne sais pas si, Franck, vous avez déjà eu l'occasion d'en voir. Non. Peut-être que vous en avez croisé sur votre route, mais sans savoir que c'était d'elle. Moi, je suis persuadée que ça a dû être mon cas aussi. Bien sûr, on peut en voir également dans les départements limitrophes de notre région, en région parisienne, mais aussi dans le nord de la France, à Dunkerque et aux alentours. D'accord, ça vous plaît. Oui, bien sûr. Ouais. On n'oublie jamais ses Orléans, racines. c'est tout, vous. Finalement, vous n'avez pas un lien de famille avec elle ? Non, mais en tout cas, entre Orléans et Dunkerque, il y a beaucoup de liens. Oui, c'est vrai. En tout cas, comment est-ce que son œuvre est valorisée aujourd'hui ? Alors, en 1977, un an avant sa mort, Jeanne Champillou a quand même reçu la médaille d'argent de la ville d'Orléans. Depuis, il y a également une association, Jeanne Champillou, le Clos de Joie, du nom de son atelier, donc qui effectue un important travail de valorisation des créations de l'artiste avec des expositions présentant ses œuvres. Un prix Champillou est également attribué tous les ans à un artiste graveur. Il est décerné chaque année aux alentours du mois de mai. Et cette année, ce sera donc le 13 mai lors du Salon des artistes orléanais. Et par ailleurs, en 2019, il y a un documentaire de 52 minutes écrit et réalisé par Philippe Gasnier qui a rendu hommage à l'artiste. De plus, il y a aussi en projet la création d'un lieu pérenne pour présenter l'héritage patrimonial qu'a laissé Jeanne Champillou est à l'étude, donc ce sera sûrement dans quelques années. Et enfin, je vous invite à consulter le site internet de l'inventaire de la région Centre-Val de Loire, sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc tout le travail qui a été mené pour valoriser les créations artistiques de Jeanne Champillou. Il y a une publication à ce sujet qui est également visible sur ce site internet qui est paru donc il y a 10 ans aux éditions Lieu-dit et donc écrite par Françoise Joanneau. Eh ben, on va lever le nez maintenant, j'ai l'impression, Jérémy. On va regarder. Cette Jeanne Champillou mérite quand même de continuer à être valorisée. Oui, je trouve que ça fait un peu naïf parfois ces dessins. Bien sûr. C'est très... Ça évoque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ses origines plutôt populaires. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jérémy. Autre lieu et autre époque, on va filer sous le chapiteau d'un cirque, pas comme les autres. Vous aimez le cirque, Franck ? Oui. Ouais. Et ben alors, celui-ci va vous plaire certainement parce qu'on va partir à la rencontre d'artistes eux aussi, comme vous, comme Jeanne Champillou, finalement, sont des artistes pluriels. Et cette séance découverte vous est offerte par notre Camille Chéri. Après avoir sillonné toutes les routes de France, le cirque Paradiso a posé ses valises ici, dans le Berry. Ce lieu dédié au cirque est un endroit magique où, le temps d'un rêve, je vais me plonger en immersion dans l'univers du cirque. Dans l'univers du cirque ou des mutants, parce qu'il faut voir le niveau des mecs, il faut voir ce qu'ils font. Je sais pas si c'est des êtres humains. Bonjour et bienvenue sous le chapiteau du cirque Paradiso sur France 3 Centre Val-de-Loire. Vous allez pouvoir applaudir Laura sur sa pole dance, William sur son rouleau américain, Natacha avec son numéro de pointe à pointe et notre grande star du jour, Kamini. Le voilà. Hop, petit numéro. Ouais. Essayez de faire ça à la maison, je vous le dis, moi. Benjamin, pourquoi avoir choisi... Pourquoi le Berry ? Eh bien, en fait, on a cherché pendant très longtemps un lieu et cette petite ferme ici nous attendait. J'allais vraiment poser la question, pourquoi avoir choisi le Berry, que tu lis dans mes pensées, en fait, c'est ça ? Évidemment. Ils ont des pouvoirs. Cette passion pour le cirque, c'est venu comment ? Mes parents m'ont emmené au cirque Amar quand j'avais 4 ans et je suis sorti du chapiteau et j'ai dit ça, c'est ma vie. Toi, Benjamin ? Alors, pas du tout. Si ma fille veut faire du cirque, elle pourra en faire avec grand plaisir et si elle n'a pas envie, elle fera autre chose. Ils ont des pouvoirs, c'est vraiment la question que j'allais poser. Bon, allez, Kamini, assez parlé. Yes. Le spectacle continue et voici à la pole dance, Laura. Yes. Non, là. Oh, la vache, elle était pas là tout à l'heure. Ils ont des pouvoirs.
Bonjour Laura. Salut. Et comment t'as appris à contrôler ce genre de pouvoir là? C'est de la gym. T'as fait beaucoup de gym et tout dans la jeunesse? Dans notre famille, on est jongleurs, acrobates. Et papa et maman, c'était quoi leur spécialité? Enfin, leur spécialité. Leur pouvoir étrange? Ma maman avait des chimpanzés et toute ma famille du côté de mon papa est spécialisée dans les animaux marins. Donc ils communiquent avec les animaux. Oui. Tu trouves ça normal? Ton conjoint, c'est William. Et vous êtes rencontrés dans l'univers du cirque. Exactement, à l'âge de 13 ans. Love story. Bon, bah en tout cas, bravo pour cette démonstration de pole dance. Mais on pourrait essayer? Regard vers Nicolas, le cadreur. Tombe pas amoureux. Merci. À moi. On peut rajouter une balle si tu veux. Non, j'ai encore besoin de mes genoux pour faire Camini en roue libre. Dans la famille, ça pratiquait déjà cette discipline ou... Moi, c'est simplement par passion du cirque. J'allais toujours voir de super cirques. C'est un peu la même histoire que l'oncle Binge, quoi. Après, j'ai rencontré Laura dans un cirque également. Ça pécho, il y a des histoires d'amour pour tous les célibataires du centre Val-de-Loire, www.cirque.fr. Peut-être vous trouverez l'âme sœur. Allez, vas-y, envoie la balle, là. Elle est lourde, hein. Ouais, vas-y, envoie. Voilà, hein. Les Américains, quelle bande de menteurs, hein. Wonder Woman, elle est américaine. Wonder Woman, elle est dans le Berry. Il n'y a pas d'effets spéciaux ici. Ils ont des pouvoirs. Tu nous viens d'où, Natacha, déjà? Je suis russe. Russe. Donc Wonder Woman est russe. Je suis vraiment désolé, les Américains, là, ils vont péter un câble. I'm so sorry. Quand est-ce que tu as intégré la troupe du Paradiso? En 2015, pour faire quelques mois. Quelques mois, mais t'es resté pour l'amour. L'amour, je vous l'ai dit, pour les célibataires du centre Val-de-Loire, www.cirque.fr. Il y a de l'amour dans l'air. Donc c'est ça. Donc tu rencontres ici notre clown préféré. Tout à fait. Benjamin, vu qu'elle a une mâchoire en métal, le premier baiser, ça a été, t'as suggéré? Pour moi d'hôpital. Eh bien, j'étais vraiment ravi de rencontrer tous ces super-héros qui sont cachés ici dans le Berry. Et visiblement, ils n'ont pas envie que je parte. Et les gars, je dirai à personne que Wonder Woman est russe et qu'elle habite dans le Berry. Je peux y aller maintenant? Au secours! Eh ben, on en apprend des trucs avec Camini. Vous saviez que Wonder Woman était russe, vous? Non, je pensais que c'était vous. Eh ben non. Vous savez quoi? Wonder Woman, on l'a avec nous sur le plateau. Vous allez voir, elle va faire son entrée dans quelques instants. C'est votre invitée à vous, cher Franck. Et elle s'appelle Aude. Et on va voir si vous la connaissez bien, cette Wonder Woman du Loiret. Avec 3 questions devant vous, évidemment, comme toujours dans cette émission, les panneaux vrais-faux. Première question, on peut la qualifier de femme au pluriel. Est-ce vrai ou faux? D'accord, vous avez l'air convaincu. Oui. Sa plume lui a permis d'être nommée au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ouais. Et enfin, elle aime la musique et ce n'est pas du pipeau. Allez, on Vous avez l'accueille tout bon, je crois. sans plus attendre. C'est Haute Prieur qui nous rejoint. Sans musique, Mais si. c'est parti. Ah si, musique obligatoire pour accueillir des musiciens. Non, Et oui, mais ça, quand musicienne, même. écrivaine, compositrice, arrangeuse. Aude, merci d'être avec nous. Oui, bah, Caméléon, vous aussi, hein, finalement, vous faites 1000 choses, des tonnes de projets. Et celui que vous avez en commun, finalement, c'est Musique à équilibre, où vous donnez des cours tous les deux. Ouais, c'est ça? C'est ça. C'est la patronne, il Ah, paraît? c'est la patronne. Vous donnez quoi comme cours, Aude, chez Musique à équilibre? Je donne des cours de flûte traversière, piccolo, whistle. Mais pas de pipeau. Non, pas de pipeau. Je joue du pipeau pas mal. Plutôt aux financeurs pour que... J'espère qu'ils ne regarderont pas cette émission, hein, parce que s'ils entendent ça, peut-être qu'ils ne vont plus vous financer. Votre formation de départ, c'est quoi? Flûtiste. Flûtiste. J'ai fait de la flûte traversière à la base au conservatoire. Uh-huh. Et puis après, du piccolo en orchestre. Et puis j'ai eu envie de voir autre chose. Du coup, j'ai essayé d'autres flûtes. Uh-huh. Et je suis arrivée à la musique celtique un peu par hasard. J'avais joué un morceau de musique celtique en soliste avec un orchestre, mais au piccolo. Et ça m'a bien plu. Et puis, quand je suis arrivée ici, il y avait un petit ensemble de musique celtique que j'avais vu en concert. Et j'ai contacté la dame qui s'occupait du projet. Et puis, elle m'a fait passer une audition. Et voilà, j'ai été prise dans ce petit ensemble de musique celtique. Et c'est finalement ce premier contact-là qui a donné lieu à un projet que vous avez mis en œuvre et que vous portez encore aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, ça s'appelle Celtic Rack. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça, du Celtic Ça s'écrit Rack. R-A-I-K, je précise. C'est ça. Parce Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un moment fun celtique, c'est du gaélique.
Voilà, puis on a joué sur l'orthographe pour être un peu rigolo, parce que normalement ça s'écrit Celtic et plus loin crack. D'accord. Et donc Crack, on a ça fait s'écrit C-R-A-I-C. Voilà. C-R-A-I-C. Et on a fait une contraction, puis on a mis un K à la fin pour être un peu pas comme tout le monde, quoi. Ouais. En même temps, c'est pas de la musique celtique comme tout le monde, c'est de la musique du monde en fait plutôt. Ouais, en fait, à la base, on partait des musiques celtiques, puisque du coup, j'ai embarqué dans cette aventure Florence à la harpe, qui jouait avec moi, du coup, que j'ai rencontrée dans cet ensemble de musique celtique. Et donc, on était partis sur plutôt de la musique celtique. Et puis, Mathias nous a rejoints, et puis Johan. Et c'est vrai qu'en fonction Le même Johan que Franck ? Ouais, le même Johan que Franck, ouais. Il est partout. Il est partout. Ouais, un peu comme vous finalement. Et du coup, en fait, on est parti sur quelque chose d'un peu différent. Alors, du coup, on a des instruments celtiques, on a des thèmes qui sont quand même à consonance celtique, mais c'est vrai qu'on mélange beaucoup de choses. Je crois que l'autre musique qu'on mélange le plus, c'est peut-être la musique afro-cubaine avec la musique celtique. Ça donne un mélange assez incroyable, afro-cubain avec du celtique. Ouais. Oui, j'imagine, mais vous avez déjà joué avec elle dans le cadre de cette formation ou pas ? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez faire, Franck ? Ah oui, la guitare folk, oui, sans problème. Ouais. Pour les accompagner ? Oui. Ouais. Et est-ce que ça vous plaît cette musique-là aussi qui est produite par Celtic Crack ? Il y a un détecteur de mensonges, vous n'avez pas vu. C'est ma patronne. Non, c'est très beau. Je suis allé les écouter à l'Argonaute, mais au début, je pense que c'était au début. Ouais, c'était au tout début, en 2019. Cool. De toute façon, je l'ai quand même. Elle fait un remplacement dans le Compas Project. Oui, il paraît. Voilà, et c'est moi qui ai parlé à Raph de Aude. Mais qu'est-ce que ça change, Aude, de créer son propre groupe ? Déjà, on y insuffle en fait déjà de la composition et pas forcément jouer la musique d'autres gens. Et puis, ça vous saoulait en fait. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, j'en ai marre. C'est pas que ça me saoulait en fait, mais il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai aussi besoin de sortir quelque chose de moi en fait, d'accoucher de musique, de projets musicaux qui ne sont pas. Moi, j'ai commencé la flûte à 7 ans, je joue en orchestre depuis que j'ai 10 ans, donc j'ai passé à peu près 12-15 ans de ma vie à jouer la musique des autres. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de sortir quelque chose de très personnel. De vivre votre propre musique. Exactement. Il y a un petit morceau qui est en train de jouer là où on se parle, on l'écoute un petit peu, histoire de se mettre dans l'ambiance. C'est très chouette. Ce que ne dit pas ce clip, c'est que finalement il y a une grande place laissée à l'improvisation dans le cadre de ce groupe. Alors pas quand il s'agit de faire un album, mais quand vous jouez en live, j'imagine. Oui, mais même quand il s'agit d'enregistrer. Parce que, par exemple, le thème qu'on entend là au piccolo, en fait, si vous allez à 3 concerts, vous n'allez jamais entendre la même chose. Elle est forte pour 27 concerts quand même. L'idée, c'est de faire tous les concerts, en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes maligne pour remplir vos salles. On va voir la différence, Celtic Crack. Non, mais c'est vrai qu'il y a des parties qui sont écrites, et il y en a d'autres qui ne sont pas écrites. Et du coup, ça change un petit peu à chaque fois. C'est vrai que, basiquement, il y a des choses qui vont se ressembler d'un concert à l'autre. Et puis après, avec le temps, ça va complètement changer, parce qu'il y a un moment où je vais me dire « Oh, c'est bon, j'en ai marre de faire ça. Je vais faire complètement autre chose, puisque les accords, ils ne vont pas changer. Donc, ça permet une grande liberté. » Ça marche. Il y a un album qui est en préparation et qui va sortir. Une date parfaite, idéale pour ça. C'est le jour de la Saint-Patrick, le 17 mars, avec donc un concert ce soir-là à l'Argonaute
pour venir vous voir. Je voudrais qu'on parle aussi d'écriture de livres, parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous faites. Comme Franck, vous êtes une gourmande de projets, vous en avez 1000 dans la tête en même temps. C'est quoi? C'est en écrivant, en composant de la musique que vous vous êtes dit j'ai envie d'écrire, ou rien à voir, c'était quelque chose que vous aviez en vous, que vous faisiez déjà, je pense que ça n'a rien à voir et que les deux étaient là en même temps, puisque du coup, j'ai commencé à écrire pendant mes études d'histoire. En master, il fallait que je rédige un mémoire, et du coup, ça a été vraiment ma première expérience d'écriture. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir mon mémoire de publié par une maison d'édition universitaire. Du coup, il a fallu que je retravaille le texte, etc. Et quand je l'ai fait, c'était 2 ans après l'obtention de mon Master 2, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire, mais par contre, j'ai plus envie d'écrire sur des sujets scientifiques, des trucs hyper sérieux. J'ai envie vraiment plutôt d'inventer, d'aller sur de la fiction. Mais que vous apporte, par exemple, l'écriture dans la musique et inversement? Vous avez l'impression que ça a eu un impact? J'ai pas l'impression. Ouais. En fait, j'ai l'impression d'être... dédoublé. D'avoir vraiment... je pense ça parce que souvent, je mène pas les projets tous en même temps. En général, là, je suis sur plutôt un projet musique ou je suis plutôt sur un projet écriture, mais je fais pas forcément les deux en même temps. C'est quelque chose que je mélange pas. Alors, bien sûr, ma passion de la musique, elle transparaît dans l'écriture, puisque, notamment sur mon roman, j'ai travaillé sur la place de la musique dans les camps d'internement du Loiret. Donc ça, c'est « Je suis seule ce soir ». Ouais, c'est « Je suis seule ce soir », du coup. Et donc, effectivement, là-dessus, on parle des camps d'internement, et on parle de l'histoire, finalement, du Loiret et de ces camps. Mais finalement, vous êtes parti de là pour écrire autre chose, pour inventer une histoire quand même. Et ça, c'est le dernier qui est sorti, des femmes au pluriel. Entre-temps, le tout premier, c'était « Cherche et tu ne trouveras pas ». Quand même, il y en a eu 3. Et même si celui-ci est le tout dernier, des femmes au pluriel, celui qui a eu un prix, finalement, c'est « Je suis seule ce soir ». Ouais. Et 2021, ça a été une sacrée année pour vous, quand même. Ouais. Alors, prix SRIAS de la section régionale interministérielle d'action sociale. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. Ouais, ça donne envie d'écrire, non? Ça donne envie d'écrire, ouais, c'est sûr. Ça apporte une reconnaissance, en fait, aussi à mon travail. Donc, non, c'était super valorisant. J'étais très contente d'avoir ce prix. Et puis, oui, il est tombé en fin d'année un peu comme un cheveu sur la soupe. Je m'y attendais pas trop. Donc, Il l'a remis en lumière. Oui, c'est vrai que du coup, ça a remis le roman en lumière, parce qu'il était sorti en 2019. Avec le confinement, comme pour tout le monde, ça a été très compliqué. Et là, le fait d'avoir le prix, ça l'a un peu reboosté. Ça marche. On va parler des différents événements à venir où justement on pourra vous retrouver. Avant, j'ai une toute petite question. Est-ce que vous êtes du genre à laisser couler l'eau quand vous vous brossez les dents ou pas? Elle sort un peu de nulle part, cette question, je vous l'accorde. Non, bien sûr que non, Plus évidemment. maintenant. Bon, alors parce que vous savez que l'eau est une ressource cruciale, et donc on va apprendre ce matin à la consommer avec modération. Vous avez bien entendu. On est d'accord. L'eau, c'est la ressource indispensable de la maison. Mais est-ce que tu savais qu'on pouvait la consommer avec modération en optimisant ses robinets? Elle étanche notre soif. Elle nous aide à nettoyer notre vaisselle, arroser nos plantes et même à se laver. On peut dire que l'eau est une star à la maison, à tel point qu'un Français consomme chaque jour à lui tout seul plus d'une baignoire remplie à ras-bord. Oui, ça fait beaucoup. Surtout quand on sait qu'on gaspille 12 litres d'eau chaque minute en la laissant couler et jusqu'à 120 litres chaque année quand le robinet est mal fermé. Parce que l'eau est ta meilleure amie et que tu sais que c'est une ressource précieuse, je te propose tout simplement d'optimiser le débit de tes robinets. Et pour ça, il te faut un écomousseur et 1 seconde et demie pour le fixer. À peu près. Prêt? 3, 2, 1, démonstration.
grâce à sa petite grille en métal, de mini-bulles d'air sont injectées dans l'eau qui coule, ce qui te permet de réduire de 50% le débit d'eau. C'est pas beau ça? Et pour moins de 5 € seulement, ça va te permettre de faire économiser une centaine d'euros sur ta facture d'eau. Et même d'énergie, puisque c'est autant d'eau chaude que tu n'auras pas consommé. N'oublie pas que la ressource la plus durable est celle que tu consommes de manière responsable. Prends soin de la planète, c'est simple, et ça commence par nous. Allez, on va reparler musique avec Jérémy cette fois-ci. Vous me promettez pas de duo avec moi, on chante pas. Hein. On va voir. On laisse ça aux professionnels, on est d'accord. Bon, il nous a préparé une revue de presse express par contre. Spécialement pour vous ce matin, la presse donne le... Là. Exactement. On commence avec un professeur de percussion blésois et batteur qui a eu l'honneur d'avoir son portrait dans la Nouvelle République il y a quelques jours. Installé depuis 25 ans à Blois, le musicien aime le partage et souligne qu'il n'a rien de mieux que la musique pour le faire. Vous confirmez évidemment tous les deux. L'article nous apprend que lorsqu'il était ado, il a rencontré Cyril Célestin et Emmanuel Evenot. Et là, je vais faire travailler votre mémoire musicale puisque c'est respectivement Gizmo et Manu, chanteur et guitariste du groupe Trio. Bravo! Avec ces derniers, il a monté donc plusieurs projets et Manu, le guitariste de Trio, a participé à l'album de Vincent Milleret qui devrait donc sortir au printemps. Plusieurs artistes de la région également font partie de cet enregistrement. Pas vous encore, mais ce sera peut-être le cas pour le prochain. Cet album va s'appeler donc Life is So Grenu. Voilà pour cet album à découvrir donc très prochainement dans la région. Et on reste à Blois avec une autre artiste qui vient de sortir son premier album solo, Clarisse Millet, chanteuse, multi-instrumentiste, un petit peu comme vous ici, puisqu'elle joue du violoncelle, du piano, de la guitare et s'est donc lancé ce défi de nous emmener dans son univers rock avec Claire, K-L-A-I-R. Ah, elle aussi, elle change l'orthographe des mots. Voilà. Faut la mettre en contact avec Aude. Elle raconte évidemment à la Nouvelle République que cet album est composé de 9 morceaux qui parlent d'amour, de mort ou bien encore de rupture, car son ex-mari a écrit plusieurs morceaux également. Preuve que la rupture n'est pas toujours négative. Une reprise rock également de Vesoul de Jacques Brel, très réussie, figure également sur son EP. L'artiste s'est donné les moyens de réussir et a eu recours à un investissement participatif pour produire son album. Elle espère évidemment pouvoir le partager prochainement dans les salles de musique actuelles et les festivals partout en France, mais aussi, pourquoi pas, sur les ondes. Et notamment Héloïse, celle de Montargis, qui diffuse dans ces rues de la musique depuis plus de 20 ans grâce à une radio 100% digitale. Vous savez, parfois dans certaines rues commerçantes, on se balade et on entend la radio. Eh bien, la République du Centre nous présente le travail de Vincent Cordier, qui est sonorisateur de villes et de lieux publics. Oui, l'Union commerciale, c'est un vrai métier. L'Union commerciale de Montargis fait appel à ses services pour animer le centre-ville donc tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h. Une centaine d'enceintes quand même dans les rues de Montargis diffusent à la fois des hits tendances et de la variété, mais aussi des annonces publicitaires des commerçants. La programmation peut aussi être écoutée donc en simultané sur la web radio Master Montargis, disponible sur toutes les plateformes en ligne. À l'heure où les discothèques viennent d'ouvrir, leurs portes, on peut évidemment écouter dans la rue cette radio qui nous donnera peut-être envie d'aller nous déhancher dans les rues de Montargis. Ouais, on va leur recommander chaudement le travail de nos deux invités. À diffuser aussi. Oui, exactement. Alors, très rapidement, je vais renvoyer vers vos sites internet respectifs, francsalé.com et audeprieur.fr. On est d'accord, il est au point le site internet? Ouais. C'est parfait. Il y a des concerts à venir, j'imagine, annoncés sur vos réseaux sociaux. Il y a aussi pour vous, Aude, le 26 février à Combleu, une rencontre autour de ce livre des femmes au pluriel. Et le 5 mars, ça, ce sera du côté de la médiathèque de Mère. Et ben là, ce sera une discussion avec une jeune femme que nous avons eu le bonheur d'avoir dans notre émission qui s'appelle Florie Dufour et qu'on salue. On écoute un petit bout de Laurent Voulzy. Allez, on se fait plaisir quand même. Alors, pourquoi Laurent Voulzy? Pourquoi Jérémy, je vous le demande? Parce que ça me rappelle les Antilles. Voilà. C'est donc votre choix. C'est le choix de notre ami Franck ce matin. C'est vraiment ça, les Antilles. Oui, tout à fait, Puis en plus, il mélange la musique brésilienne dedans, donc c'est super. Parce que ça, c'est un rythme bossa, donc voilà. Ouais, il y avait tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients finalement pour vous plaire. Ça marche. Concert à venir le 12 mars. À quel endroit? Au festival de Trénou, mais je ne sais plus le nom du festival, c'est l'hiver ou je ne sais plus, j'ai plus le titre en tête. Délire d'hiver, non? Oui, c'est ça. Ouais. Debout ou assis?
ça. Assis au début et debout à la fin. Libre choix spectateur, puisque maintenant on peut se permettre de faire les deux. Exactement. Et il y aura autre chose avec le Compas Project, ce sera le 25 mars à l'Astro. À l'Astrolabe. Pour la classe internationale. Ça marche. Voilà, Aude joue avec nous. Super, génial, encore un beau projet à venir. Et pour vous, 17 mars, on le rappelle, à l'Argonaute avec Salty Crack. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir ce matin, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Vous reviendrez peut-être nous parler du prochain bouquin. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée avec nous, bien évidemment, sur France 60 Val-de-Loire. Les programmes se poursuivent, l'info arrive à midi tout à l'heure et nous, on se retrouve dès demain, 9h. For me,